Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire. On laisse encore entrer quelques personnes dans la salle. Nous attendons à peu près 300 personnes, un peu plus, donc les gens vont au fur et à mesure rentrer. Je suis Sarah Vassig, chargée de projet vieillissement actif et communauté en santé à Espace Muni. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie-Laurence Roch, coordinatrice des événements et de la vie associative aussi à Espace Muni et qui nous soutiendra tout le long de ce webinaire d'un point de vue technique. Donc, comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas les autres participants parce que nous sommes en mode webinaire, ce qui fait que vous pouvez communiquer entre vous à travers le chat. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de messages de personnes d'échange. Et si vous avez des questions un peu plus précises par rapport aux présentations qui vont venir ou concernant justement les présentations, vous pouvez les poser dans l'onglet questions et réponses qui sont aussi que vous voyez dans votre écran. Deux choses à savoir, c'est que après chaque présentation, il y a des périodes de questions. Donc, vous pourrez lever la main et Marie-Laurence vous donnera la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis, elle vous retirera le droit de parole une fois que la question sera posée, évidemment. Et puis aussi, il faut sachez que les webinaires sont enregistrés et vous pourrez avoir accès à la diffusion du webinaire sur notre site internet, donc sur le site d'Espace Muni. Voilà. Il est 32. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence? Marie-Laurence, qu'est-ce que tu en penses? Allons-y, allons-y. Allons-y, très bien. Donc, avant de démarrer ce webinaire, je tiens à remercier notre partenaire, le secrétariat aux aînés, qui nous accompagne dans la réalisation de ces webinaires. J'aimerais aussi prendre le temps de vous présenter Action Espace Muni, qui est un organisme important au niveau du milieu municipal. C'est la fusion entre le Carrefour Action Municipale et Familles et le réseau québécois Vie des villages en santé. Notre mission est d'accompagner les municipalités afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement des communautés. Donc, notre rôle est d'accompagner, d'outiller, d'inspirer les municipalités de tout le Québec. Nous avons un réseau de plus de 400 municipalités MRC. Nous déployons des programmes au niveau de la famille, de l'enfance et la jeunesse, vieillissement actif, l'inclusion, la santé, la participation citoyenne. Nous organisons une tournée provinciale à partir du mois de février afin d'aller à la rencontre des élus anciens et nouveaux qui œuvrent dans les municipalités MRC du Québec. L'objectif de ces rencontres est de créer un moment d'échange et de partage au sujet du rôle et de l'impact du rôle des élus dans leur communauté et par rapport à la santé globale de leurs citoyens. Donc, participez à la discussion, vous avez ou invitez vos élus à participer à la discussion. Toutes les informations sont sur notre site internet, le calendrier des rencontres ainsi que les liens pour s'inscrire. Alors, maintenant que l'autopromo Espace Muni est faite, je propose qu'on commence notre webinaire. Pourquoi parler de participation sociale? Parce que être à la retraite ne signifie pas être en retrait. Et que, on l'a bien vu avec la pandémie, la participation sociale est un élément majeur pour une communauté en santé. Ce webinaire va se diviser en 3 parties. D'abord, je vais vous présenter la participation sociale à travers la démarche NADA pour vous mettre pour une mise en contexte. Puis, je laisserai la parole à Madame Virginie Delannoy et Nathalie Garceau de la Société canadienne du cancer, accompagnée par Madame Michèle Gagné, qui est bénévole.
et qui vous parleront de l'initiative Trottibus, formule voisin. Il y aura une période de questions, puis ensuite, ce sera le tour de Maryse Meuret et Caroline Cyr de l'organisme Présage, qui vous parleront de l'initiative Mûr pour entreprendre. Puis il y aura aussi une période de questions. Donc, la participation sociale est promue au travers du concept de vieillissement actif, préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Le vieillissement actif repose sur 3 piliers, la santé, la sécurité, la participation sociale. Ces 3 éléments sont interdépendants et donc, si l'un des éléments est bancal, ça aura un impact sur l'autre élément. Par exemple, si une situation est vécue comme non sécuritaire, une personne aînée ne sera pas forcément incitée à participer de façon socialement. Donc, la participation sociale, c'est contribuer pleinement à la vie de la société et d'en tirer parti. Ça a des retombées positives sur la santé physique et mentale. D'ailleurs, c'est bien l'un des facteurs de protection contre l'isolement social. Une démarche MADA intervient dans 9 champs d'action qui favorisent l'adoption d'un mode de vie actif et l'émergence d'environnements inclusifs. La participation sociale est l'un des éléments de cette marguerite, et pour la promouvoir, il faut créer des environnements favorables, supprimer les obstacles à la participation, compenser la perte d'autonomie. Par exemple, la mobilité d'une personne aînée signifie la possibilité de se rendre à destination selon ses engagements, ses occupations, ses activités. Donc, pour favoriser la participation sociale d'une personne aînée, il faudra favoriser sa mobilité. Et par exemple, offrir des modes de transport diversifiés et adaptés. De même, la communication est également liée à l'inclusion et à la participation sociale des personnes aînées. C'est important de diffuser et rendre accessible l'information par rapport aux opportunités de participation sociale. Mais aussi de prendre conscience des freins à la communication. On l'a bien vu avec la pandémie, où tout s'est fait par Zoom, par Internet, qu'il y a eu... on a vu la fracture numérique qui est vraiment présente et que tout le monde ne pouvait pas forcément participer dû à une barrière de communication. Je pourrais passer au travers de chaque pétale, mais l'idée, en fait, à travers cette acétate, c'était pour vous expliquer que la participation sociale est vraiment transversale à chaque champ d'intervention MADA et que bien sûr, ça dépend d'une motivation intrinsèque de la personne à participer, mais ça dépend aussi d'éléments externes qui vont favoriser aussi cette motivation. Les nombreuses habilités des personnes aînées peuvent être valorisées par des initiatives municipales, encouragées à travers le bénévolat, la vie associative, l'engagement citoyen, le travail et le mentorat. En ce qui a trait à la démarche MADA, elle est fondée sur une mobilisation citoyenne. En effet, les personnes aînées sont conviées à participer au comité de pilotage, aux différentes consultations et aussi aux projets qui sont mis en œuvre. Donc, dans cet esprit de participation, la mobilisation citoyenne est un élément clé au succès d'une démarche MADA. La démarche procure un espace où les personnes aînées peuvent prendre part aux discussions qui concernent leur qualité de vie et susciter en fait des prises de décision et des changements concernant les enjeux qui les concernent. Excusez-moi du pléonasme. Donc, dans les plans d'action MADA, on trouvera des mesures qui concernent le bénévolat, l'engagement citoyen, l'emploi et le mentorat. D'ailleurs, on l'a vu aussi avec la pandémie et le manque de main-d'œuvre, l'emploi et le mentorat est un élément qui est de plus en plus mis en valeur. Les entreprises vont chercher à trouver des arrangements, des aménagements pour favoriser le maintien de leur main-d'œuvre vieillissante. Voici quelques exemples de... Excusez-moi. Voici quelques exemples de mesures issues des plans d'action MADA. Donc, publiciser la recherche de bénévoles et organiser une banque de bénévoles selon leur intérêt, mettre en place une banque de mentorat et de compétences intergénérationnelles, offrir gratuitement aux organismes reconnus un soutien pour la vérification des antécédents judiciaires des bénévoles, organiser un salon ou une foire du bénévolat pour favoriser l'engagement social des citoyens, élaborer un projet pilote pour mettre sur pied des rencontres citoyennes chapeautées par les élus,
collaborer avec les organismes responsables de l'emploi pour favoriser l'employabilité des personnes aînées. Donc, c'est ce type de mesures que l'on peut trouver dans les plans d'action. La participation des citoyens à la communauté constitue un grand défi. Les municipalités vont déployer des moyens et des stratégies pour la susciter. Donc, consultation citoyenne, conseil de quartier, forum. Le sentiment d'appartenance et l'attachement en fait, à la communauté sont des déterminants importants de la participation citoyenne. Le développement de voisinage solidaire constitue un moyen concret pour agir sur les déterminants et stimuler l'engagement des citoyens. Alors, je vais juste déplacer ça. Excusez-moi. Donc, il y a différents exemples que je voulais vous présenter par rapport aux possibilités d'animer une communauté. Donc, il y a le budget participatif qui est en fait un processus démocratique où les citoyens décident de l'investissement d'une partie du budget municipal. Dans plusieurs municipalités, on va retrouver des initiatives de budget participatif. À Saint-Charles-sur-Richelieu, ils ont mis en place une politique d'initiative citoyenne qui est en fait un programme qui bénéficie d'une enveloppe budgétaire annuelle de 10 000 $ pour soutenir la réalisation d'initiatives déployées par et pour les citoyens. À Saint-Jean-de-Richelieu, ils ont mis en place un guide de participation citoyenne qui est un document qui servira à orienter les citoyens, les gestionnaires et les élus pour une prise de décision éclairée. La MRC de Lobinière a aussi organisé un concours, ça va bien aller, pendant la pandémie, afin de favoriser et de mettre en lumière les initiatives municipales, mais aussi citoyennes. Et Salaberry de Valleyfield, qui est une municipalité voisin solidaire, qui a déployé qui déploie le projet voisin solidaire dans différents quartiers de ces municipalités, a mis en place un projet notamment de patinoire d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que c'est des citoyens qui gèrent leur patinoire, donc vont s'occuper du maintien, tout en étant soutenus par la municipalité. Je vous ai mis en lien la vidéo sur YouTube qui est très intéressante et qui vous montre le pouvoir d'une action citoyenne sur la communauté et comment les effets positifs que cela peut créer. Donc, en termes d'outils, je vous place ici certains outils qui sont vraiment intéressants. Évidemment, le guide d'accompagnement pour la réalisation d'une démarche MADA, l'outil MADA sur la participation sociale des personnes aînées, l'approche participative que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement. Le réseau de l'action bénévole du Québec a diffusé récemment un cahier sur le bénévolat en temps de pandémie, qui peut être très intéressant par rapport à ce que vous vivez dans vos organisations et municipalités respectives. Enfin, l'Espace Muni a un outil qui s'appelle la Banque des 1001 mesures, que vous trouvez sur notre site Internet et qui donne toute une panoplie d'idées de mesures qui ont été mises en place dans différentes politiques MADA et PFM, ainsi que des initiatives inspirantes. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'enverrai un courriel de remerciement avec toutes les présentations, ainsi que les différents liens et les contacts auprès des intervenants que vous pourrez pour pouvoir rejoindre les intervenants de ce webinaire. Je vous remercie. On peut passer à une période de questions si vous en avez. C'était vraiment une présentation pour mettre la table. Je pense ce serait intéressant de laisser l'espace à nos autres initiatives. Sarah, il n'y a pas de main levée. Par contre, oui, j'en ai par écrit ici. Je te les donne. Donc, oui, qu'est-ce que le guide de participation citoyenne? Peut-on avoir un lien? Justement, le guide de participation citoyenne est un outil municipalité amie des aînés qui vous donne
des outils, justement. Enfin, c'est un outil qui vous permet de comprendre quelle est la participation citoyenne pour les aînés, comment l'inciter, comment aller rejoindre les personnes aînées, qu'est-ce que cela comprend. Et vous l'avez, je vous ai mis le lien dans la présentation, mais j'enverrai le lien par courriel aussi à la fin du webinaire. Est-ce qu'il y avait une autre question? Une dernière question. Est-ce possible d'avoir accès au guide de la pratique, le guide de la participation de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, en fait, il est sur le site internet de Saint-Jean-de-Richelieu. Vous pouvez taper Saint-Jean-de-Richelieu, participation citoyenne, et vous le trouverez. Il est disponible. Parfait. La présentation, tout le détail aussi du processus est décrit, très bien décrit. J'ai des mains levées. Est-ce qu'on peut… Oui. Parfait. Alors, j'ai Isabelle Marissal. Je vous donne la parole. Oui, bonjour, Isabelle Marissal, donc du village de Stucley-Sud en Estrie. Comme c'est souvent le cas après des élections municipales, il peut arriver qu'il y ait des personnes élues de plusieurs équipes. Dans mon cas, j'appartenais à une équipe, j'ai été la seule élue de cette équipe-là, avec d'autres conseillers et conseillères, on s'apprivoise. Seulement, ma difficulté, elle est de réussir à mobiliser les gens qui faisaient partie de mon équipe et qui sont encore déçus, si on veut, et qui n'ont pas nécessairement très envie de participer. Je me demandais, est-ce qu'il existe des aides, un peu comme des médiateurs? Parce que c'est sûr que moi, je peux toujours, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, de tenter de les ramener, mais ça ne marche pas jusqu'à maintenant. Alors, des médiateurs, c'est sûr qu'il y a des organismes qui sont spécialisés en participation citoyenne. Je pense à Commune d'Agir, par exemple, ou Dynamo. OK. Est-ce que… mais bon, c'est sûr que les outils qu'on propose, même le webinaire qu'on a organisé la semaine dernière sur la mobilisation des acteurs clés d'une démarche MADAS, vous propose des outils vraiment de rassemblement de personnes qui sont pas forcément mobilisées. Donc, peut-être c'est des outils qui pourront aussi vous être utiles. Maintenant, je pense que là, il y a un côté affectif aussi, Oui. qui n'est pas évident à gérer. Merci. Mais si vous voulez, on pourra en discuter. Écrivez-moi, on pourra en discuter ou je saurais trouver des ressources qui pourront vous aider. Parfait, merci infiniment. Sarah, une dernière question. J'ai Marie-Josée Tardif. Oui, bonjour. Alors, Marie-Josée Tardy, je suis conseillère dans la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Québec. Alors, ma question, moi, c'est de me faire expliquer qu'est-ce que vous entendez par voisins solidaires. Je ne connais pas ce projet-là. Alors, juste me l'expliquer un peu en gros, là. Oui, tout à fait. Voisins solidaires, c'est une démarche qui favorise en fait les initiatives d'entraide et de cordialité entre voisins. Donc, l'idée, c'est de connecter les personnes entre elles et donc de créer des communautés justement en santé où la participation sociale, la participation citoyenne, la solidarité sont bien présentes. Okay. Et donc, il y a… c'est un projet qui existe depuis plusieurs années, en fait. C'est une démarche qui est présente. C'est issu de la fête des voisins. En fait, c'est qui existe depuis à peu près 15 ans au Québec. Et en fait, la fête des voisins, c'est l'idée de se réunir entre voisins, entre personnes vivant dans un même quartier, d'une même rue, partager un moment de convivial et en fait d'entretenir des rapports agréables entre voisins. De là, on s'est dit que pourquoi ne pas continuer le sentiment de cohésion qui existe lors d'une fête des voisins tout le long de l'année. Et donc, la démarche voisins solidaires est née.
il y a eu des projets pilotes qui ont été mis en place. Certaines municipalités ont embarqué. Je pense donc à Salaberry de Valleyfield, Rimouski, Victoriaville aussi, par exemple. Et en fait, au fur et à mesure, ces municipalités mettent en place des projets pour créer de la cohésion, créer une dynamique de communauté. Il y a un appel de projet qui va justement être lancé au cours du mois de février. Donc, je vous invite à rester informés. Donc, ça sera un appel de projet pour adresser aux municipalités pour financer des initiatives voisins solidaires sur une période de 2 ans. Voilà. Qui va les lancer? Est-ce que ça va être par votre site à vous, Espace Muni? Oui, ou, tout à fait, oui, à travers notre infolettre. Parfait. Merci beaucoup. Je vais suivre ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je propose qu'on laisse la parole à l'Institut canadien du cancer. Virginie? Oui, bonjour. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Virginie Delannoy. Je suis gestionnaire de projet pour le volet intergénérationnel des projets en transport actif à la Société canadienne du cancer. Pour information, donc, on a le Trottibus qui est en train de se déployer en Trottibus Formule Voisin et Nathalie va vous en parler. Et on a également le défi Activité Pied qui est un défi qui vise l'adoption ou tout du moins l'expérimentation du transport actif pendant 3 semaines à l'automne, au mois d'octobre. Et donc, je vais vous présenter Nathalie Garceau qui est gestionnaire de projet donc, pour le Trottibus Formule Voisin. Et Michel Gagné, qui est une de nos bénévoles retraitées, qui est bénévole donc, sur le Trottibus de son quartier depuis 2018, si je ne me trompe pas. Pour votre information, c'est ça la raison pour laquelle on a déposé en fait une demande de financement pour le volet intergénérationnel, c'est qu'on s'est rendu compte depuis 2010 que le Trottibus existe, que l'implication des aînés au sein du projet était un énorme avantage, aussi bien donc pour les participants au Trottibus, donc les familles des enfants du primaire, pour les enfants eux-mêmes, mais aussi pour les bénévoles retraités, parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes de pérennité du projet, c'était extrêmement bénéfique d'intégrer des bénévoles aînés au sein du projet Trottibus. Donc, on a fait cette demande de pouvoir déployer le volet intergénérationnel et donc, on va vous en parler aujourd'hui. Donc, Nathalie, je te laisse la parole pour expliquer un peu plus avant le projet. Merci Virginie. Alors, comme Virginie l'a dit, Nathalie Garceau, je suis gestionnaire de projet ici à la Société canadienne du cancer. Donc, je vais vous parler brièvement de la Société canadienne du cancer. En fait, on est un organisme national partout au Canada. Pourquoi est-ce qu'on existe? C'est bien parce qu'il va y avoir 2 Canadiens sur 5 qui vont avoir le cancer au cours de leur vie. Le cancer, c'est la première cause de décès au Canada et il va y avoir malheureusement 1 Canadien sur 4 qui va mourir de cancer. Ce que nous, on fait à la SCC, là, je vais prendre l'abréviation, on fait entre autres de la recherche. On a une ligne d'information aussi sur le cancer. En fait, on s'intéresse à tous les types de cancers. Donc, si vous appelez notre ligne ou vous nous contactez par le site web, on a de l'information sur n'importe quel cancer, même si vous n'en avez jamais entendu parler. On a des soutiens aussi pour les personnes qui sont atteintes de cancer, que ce soit par téléphone. Éventuellement, je pense qu'on aimerait recommencer que ce soit en personne, mais bon, à suivre. On fait aussi de la défense de l'intérêt public. Donc, on essaie de faire changer, modifier les lois pour que ça soit dans l'intérêt des gens qui souffrent de cancer ou encore leurs proches aidants. Donc, on travaille fort là-dessus.
Et finalement, mais on fait de la prévention. Donc, c'est le département dont moi et Virginie, nous faisons partie au Québec. On est le département de la prévention parce que c'est important de travailler en amont pour prévenir le cancer. Et si vous le voyez sur le petit PowerPoint, là, il y a 4 cas de cancer sur 10 qui pourraient être prévenus par l'adoption des saines habitudes de vie. Donc, on parle d'activité physique, on parle de contrer la sédentarité, on parle d'arrêter de fumer, de bien manger. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, là, je suis sûre que vous le savez. Donc, nous, à la prévention, pourquoi est-ce qu'on travaille sur le transport actif? C'est qu'on s'intéresse beaucoup à la prévention du cancer, que ce soit pour les jeunes ou les personnes aînées. Le transport actif, bien, ça l'aide à créer une routine en activité physique chez les jeunes et chez les moins jeunes. Donc, le Trottibus, c'est quoi? Ben, c'est comme un autobus scolaire, c'est juste que c'est à pied. Donc, c'est un trajet qui a été planifié par les bénévoles qui marche. Ça peut marcher 5 jours par semaine, ça peut être 3 jours par semaine. C'est très flexible, mais en fait, c'est un trajet avec des arrêts planifiés et des heures planifiées. Donc, les personnes partent, en fait, les bénévoles et les jeunes se rencontrent au point A. Puis là, ils marchent tranquillement vers le point B. Ils ramassent d'autres jeunes, si je peux dire, comme ça. Il y a quelques arrêts comme ça jusqu'à l'école. Et donc, c'est vraiment un projet de transport actif qui permet aux enfants de faire environ un petit 20 minutes d'activité physique par jour. Donc, c'est sécuritaire parce que c'est avec des bénévoles dont les antécédents judiciaires sont vérifiés et aussi parce qu'ils sont formés en sécurité routière. Comme c'est écrit ici, il y a des trajets prédéterminés. Nous, on aime beaucoup, beaucoup ce projet-là parce que, en fait, l'Organisation mondiale de la santé recommande que les enfants fassent minimum 1 heure d'activité par jour, d'activité physique par jour. Et pour les adultes, c'est un minimum de 30 minutes. Donc, dans notre projet de Trottibus, ça regroupe plein de monde, puis on arrive à déjà donner un 20-30 minutes. Là, c'est selon d'activité physique pour nos groupes d'âge. Donc, le Trottibus Formule Voisin, c'est une entente entre la Société canadienne du cancer et la municipalité. Donc, nous, on fournit vraiment un projet clé en main avec une plateforme web, des outils promotionnels et on demande à ce que la municipalité s'occupe de la vérification des antécédents judiciaires et aussi qu'elle aide dans la promotion du projet. Donc, je pense avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié quoi que ce soit, je suis sûre que Virginie va vous le mentionner. Mais voilà, c'est un beau résumé du projet Trottibus. C'est ça, je rajouterais que, vous l'avez compris, mais le Trottibus permet définitivement de développer des liens de voisinage. C'est vraiment un projet de voisinage puisque ce sont des parents qui développent un trajet pour aller à l'école et il peut y avoir des voisins, des grands-parents qui ne sont pas des parents mais qui peuvent participer à l'accompagnement et donc se relayer entre eux. Ce qui fait que les jeunes rencontrent les aînés, ça permet de contrer l'isolement définitivement, de faire en sorte que les aînés aient des opportunités de participation sociale et active. Donc, c'est bon finalement à tous les niveaux. Puis, en fait, on a sollicité Michel Gagné, donc, qui est une de nos bénévoles retraité qui s'implique depuis quelques années pour le Trottibus, de vous témoigner, de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans son quotidien d'implication Trottibus. Donc Michel, est-ce que tu veux nous expliquer ce qui t'a amené à t'inscrire au Trottibus? Bien, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans des tâches administratives, d'abord comme comptable agréé, puis à la Commission scolaire de Montréal.
Quand j'ai pris ma retraite il y a 4 ans, j'ai décidé de retraiter ma vie et de l'organiser autour des enfants. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai travaillé au Sénégal, dans une pouponnière. J'ai travaillé dans un centre pour des enfants handicapés au Vietnam. J'ai travaillé à la Chambre de la jeunesse à la Halte Garderie. Je corresponds avec des enfants. Et finalement, j'ai vu un encadré dans la revue FADOC qui parlait de Trottibus et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que les enfants ont besoin de jaser, ils ont besoin de bouger et la marche favorise ça, le jasage puis le jasage puis le bougeage. Alors, ils arrivent à l'école puis ils sont vraiment prêts pour apprendre. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un matin typique de bénévolat en Trottibus? Oui, je me réveille tôt, vers 7 heures. Pour moi, c'est tôt. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça, c'est le cas. Alors, je prends un bon déjeuner, j'enfile mon dossard que j'ai mis là, ici, qui identifie que je suis un Trottibus, Madame Trottibus. Et là, je me rends au point de départ. Ça me prend quand même une dizaine de minutes de me rendre au point de départ où je rencontre un accompagnateur parce qu'on est toujours 2. On prend quelques enfants. On n'attend pas les retardataires. C'est ça. Trottibus, c'est le matin seulement. C'est aussi, c'est ça. Alors, comme le disait si bien Nathalie tantôt, on a 3 arrêts où il y a encore des enfants qui embarquent dans le Trottibus et on arrive à l'école autour de 8h05 à peu près. À peu près 5 à 10 minutes avant que la cloche ne sonne, exact? C'est ce que j'allais dire. Puis on attend que la cloche sonne pour qu'ils puissent rentrer dans la cour de récréation. Puis après ça, je m'en retourne. Alors, la plupart du temps, je jase avec l'accompagnateur jusqu'à chez lui, puis je m'en retourne chez nous. J'arrive, il est 8h30, puis j'ai toute ma journée devant moi pour mes différentes activités. Super. Puis qu'est-ce que tu apprécies particulièrement de ton expérience? Ce que j'apprécie, c'est d'avoir une routine, un horaire régulier, de me lever tôt, de prendre l'air, de marcher et d'être de retour à la maison, encore une fois, assez tôt pour pouvoir entreprendre une belle journée très en forme. Puis c'est quoi les bénéfices que tu en retires de ton expérience? Mais ça commence bien la journée et Trottibus, c'est des rencontres avec des enfants, évidemment, mais aussi avec des parents. Ça permet donc de tisser des liens dans le quartier. Ça, c'est bon. Ça permet aussi de se sentir utile. C'est pas rien. À la retraite, on a besoin de ça. Et finalement, c'est bon pour la santé, marcher. Oui, c'est l'objectif premier de la Société canadienne du cancer à la base, c'était pour la santé. Mais c'est bon aussi, tu sais, j'en rajoute aussi, c'est aussi bon pour la santé mentale, hein, parce que tout à fait, les liens sociaux, c'est ça, on s'en est rendu compte avec l'isolement généré par la COVID, c'est super important de maintenir des liens. Tu as tellement raison. Oui. Sortir de la maison, marcher, ça fait du bien. Est-ce que toi, tu t'impliques à raison de combien de matins semaine, Michel? Là, j'ai débuté à l'école Saint-Fabien une journée par semaine. J'imagine que ils voulaient me tester. Là, je suis rendue à 3 jours semaine. Mais où j'étais avant, l'école Saint-Émile, dans Rosemont, les 2 sont dans Rosemont, mais j'ai déménagé, alors j'ai dû changer d'école. J'étais 5 jours par semaine. Mais c'est le fun pour ça, Trottibus, c'est qu'on n'a pas d'engagement. On y va 1 fois, 2 fois, 5 fois par semaine si on veut. Ça peut être par semaine, ça peut être par 2 semaines. C'est le fun parce que les gens l'apprécient. Ça dégage un parent de faire le trajet. On sait que le matin, les gens qui travaillent ont beaucoup de choses à faire. Donc, quand quelqu'un peut prendre la relève, ça leur fait énormément plaisir. Donc, on se sent utile. Exact. C'est vraiment ce qui ressort de la participation des bénévoles de la communauté, notamment aînés, c'est justement le fait de se partager des responsabilités et d'alléger la routine des parents le matin. Oui. Toi, Michel, est-ce que tu marches l'hiver aussi?
Oui, dans mon ancien quartier, les gens ne voulaient pas, mais moi, j'avais pris par mon initiative personnelle de le continuer l'hiver. Et ici, à l'École Saint-Fabien, c'est entendu, c'est tout le temps tout le calendrier scolaire est couvert par le trottibus. Exact. Donc là, finalement, puis est-ce que ça t'arrive, tu sais, s'il y a des tempêtes de neige ou s'il y a du verglas, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu continues d'y aller quand même? Bien, ça dépend. Comme la semaine dernière, lundi, ben, les écoles étaient fermées, ça ne posait pas de problème. Mais le lendemain, j'avais un problème parce que moi, pour aller à mon point de départ, je dois traverser un boisé et lui, il n'était pas déneigé. Donc, j'ai appelé la responsable de Trottibus puis je lui ai dit, Ève-Marie, est-ce que tu peux me remplacer ce matin? Elle dit, pas de problème, je vais te remplacer. C'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est ça. C'est vraiment une information qu'il est important de diffuser largement parce que ça peut être un frein pour certains bénévoles à s'impliquer en se disant qu'ils ne pourront pas se faire remplacer. Mais oui, au contraire, il y a vraiment un horaire qui est partagé avec un bassin de bénévoles. Puis les gens ont leur contact entre eux et se débrouillent pour se faire remplacer. Donc, c'est vraiment un projet très flexible. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a sur WhatsApp un groupe. Alors, s'il y a des gens qui ont d'informations pertinentes, bien, ils l'envoient. Comme moi, par exemple, bien, je ne suis pas le calendrier scolaire. Je n'ai pas le nez collé sur l'école. Alors, je ne suis pas au courant des journées pédagogiques, par exemple. Ça fait que, comme d'ailleurs aujourd'hui, je devais faire de Trottibus. Hier, Ève-Marie m'a envoyé un WhatsApp pour me dire, bien, Michel, demain, ne te dérange pas, il y a une journée pédagogique. Alors, c'est rapide hein, comme communication. Oui, exact. Ça va vite. C'est ça, les organisateurs trouvent des moyens de se partager, d'échanger. Là, c'est WhatsApp, ça peut être des groupes sur Messenger ou sur Facebook. Ça peut être le téléphone, ça peut être par courriel. En fait, finalement, oui. Tout le monde s'organise. C'est ça. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager, Michel, sur tes plusieurs années d'implication? Bien, il y a bien sûr les confidences des enfants, mais ça, je n'ai pas le droit de le dire, ce sont des confidences. Mais par ailleurs, j'ai eu, où j'habitais il y a 2 ans, il y a eu un feu dans mon condominium. Alors, il y avait plein de pompiers, plein de police, plein de toutes sortes d'affaires. Et on était dehors, pris dehors comme ça. Et il y a 2 parents qui m'ont offert l'hospitalité. Hein? Grâce à Trottibus, j'ai eu un endroit où loger pendant qu'il y avait un problème. Je n'y suis pas allée, ça n'a pas été nécessaire, mais n'empêche que ça crée des vrais beaux liens. Des vrais liens sociaux et de l'entraide dans le voisinage. Donc, ça, c'est vraiment très, très riche. Et donc, c'est un super témoignage que tu nous fais là-dessus. Hein. Merci. J'adore Trottibus. C'est simple, c'est facile, ça fait du bien, puis c'est utile. C'est utile, puis c'est bon pour nous. Exact. Puis, en fait, une chose que je lancerai finalement, c'est que pour les gens qui peuvent se poser la question, de se dire, hésiter à s'impliquer, on recommande vraiment de l'essayer. Donc, de contacter l'organisateur du groupe Trottibus, puis de dire « Allô, j'aimerais ça venir l'essayer un matin » sans engagement. Puis ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire pour être capable de rencontrer les autres bénévoles, les enfants, pour voir si la sauce monte finalement. Voilà, donc ça c'est… merci Michel pour ton témoonnage. Merci à toi Virginie d'avoir fait appel à moi. Écoute, puis merci beaucoup. Puis en fait, une dernière chose qu'on voulait peut-être vous nommer, c'est qu'on a réalisé une évaluation du projet Trottibus en interrogeant nos bénévoles de 50 ans et plus, parce que pour nous, aînés, la définition, c'est à partir de 50 ans, comme la FADOC. Et on a contacté tous nos bénévoles qui ont eu 50 ans depuis 2015 pour les interroger sur les bénéfices qu'ils pouvaient retirer de leur participation. Et vous voyez, au niveau des résultats, on a notamment la richesse des relations avec les enfants à 63%, les relations amicales avec les bénévoles et les voisins,
à 50%. Le sentiment d'utilité, comme tu le nommais, Michel, pas loin de 50% également. L'appartenance à la communauté et le maintien de la forme physique qui tombe en dernier bénéfice, mais qui est forcément vécu. Puis dernièrement, c'est ça, alors en dernier, dans les résultats de cette évaluation, on a eu l'information comme quoi il y a 51% des bénévoles qui ont noté une augmentation de leur niveau d'activité physique et 50% des bénévoles qui ont noté une augmentation de leur participation sociale, en fait. Donc ça, c'est vraiment notre objectif au niveau du volet intergénérationnel, c'est ça, c'est de permettre aux bénévoles d'être plus actifs physiquement et socialement. Puis, bon, le 50% est un résultat non négligeable. Donc, je trouvais ça important de vous le partager. Donc, voilà, pour nous, on a terminé la présentation. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller donc sur la plateforme du trottibusvoisin.ca. Pour information, on est en pilote à l'heure actuelle, hein, parce que trottibus.ca, c'est l'ancienne version du Trottibus qui collabore avec les écoles. Et on est en déploiement pas en déploiement, mais en pilote auprès de quelques municipalités pilotes pour le Trottibus voisin, qui est, comme vous le mentionnez, Nathalie, une démarche qui est initiée avec les municipalités. Et voilà, donc là, vous avez mon adresse courriel, virginie.delannoy@cancer.ca. Sinon, vous pouvez écrire également à trottibus@cancer.ca. Si vous avez des questionnements ou si vous voulez prendre des informations pour aller de l'avant, pour mettre en place ce projet de participation sociale des aînés dans votre municipalité. Si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. Virginie, il y en a déjà des questions sur les questions et réponses. Oui. Est-ce que justement, il y a beaucoup de questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont levé la main, Marie-Laurence? Non, je n'ai pas de main levée. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. Pour les coûts associés à la validation des antécédents judiciaires, c'est sûr que pour une municipalité, c'est important de le savoir. Nathalie, est-ce que tu veux y répondre? Oui, sans problème. Alors, nous, on travaille vraiment selon le mode de fonctionnement de chacune des municipalités. Alors, il y en a qui procèdent directement avec le palais de justice. Il y en a qui ont déjà des procédures avec des firmes privées. Et il y en a qui c'est avec leur propre police locale ou avec la SQ. Des fois, ils ont des ententes. Donc, nous, on y va un peu comment fonctionnent les municipalités. On s'adapte beaucoup. Et pour les coûts, vraiment, avec une firme privée, c'est environ 80 $ par vérification. Mais aussi, quand je fais affaire avec les municipalités, je leur envoie des moyens d'avoir du financement ou des subventions. Donc, c'est le genre de choses qui est toujours possible aussi. Je vois plusieurs questions aussi en lien avec le soutien de la Société canadienne du cancer. Il y a plusieurs personnes qui demandent si on offre du soutien à l'implantation auprès des écoles notamment. Est-ce que tu veux y répondre aussi, Nathalie? Sans problème. Alors, oui, on a des personnes désignées dans l'équipe qui font le soutien pour l'implantation. Donc, moi, je m'occupe des municipalités. Donc, quand on signe une entente avec la municipalité, bien, je travaille de près avec leurs personnes responsables. Je les forme, je leur présente nos outils, je leur donne des trucs pour recruter des bénévoles et tout. Sinon, quand c'est un trottibus qui est avec une école, ben, on a notre collègue Marie-Ève qui s'occupe de faire la liaison avec l'école et qui travaille aussi à l'implantation du trottibus, au développement. C'est pas un projet où est-ce qu'on vous laisse seul. On vous accompagne tout le long. J'ai une main levée de Isabelle Marissal. Je vous donne le micro. Oui, bonjour à nouveau, toujours du village de Stuclay-Sud. Je m'aperçois que c'est vraiment une initiative
perspective extrêmement intéressante, mais comme le soulignait une autre personne, en milieu rural, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins adapté. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait énormément de développer dans ma municipalité, puis encore une fois, je pose la question pour peut-être avoir de l'aide, c'est de faire de l'intergénérationnel avec les adolescents et adolescentes qui sont souvent, malheureusement, taxés de vandalisme et ainsi de suite. Et je viens de déposer une demande à titre de conseillère au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Et dans ce projet-là, on compte installer des balançoires à 4 places pour les aînés. Et on a des préoccupations, évidemment, que nos ados n'aillent pas faire de dégâts. Et j'aimerais beaucoup je ne sais pas comment on pourrait faire d'abord peut-être faire qu'ils se rencontrent, les aînés et les ados, que les ados deviennent un peu les gardiens de toutes les infrastructures, mais deviennent un peu comme les parrains des aînés. Alors, s'il y a des ressources ou des gens qui m'entendent et qui travaillent déjà sur des projets comme ça, là, je serais très intéressée à développer ça. Parfait. Puis c'est certain que c'est un bon point, Madame Marissal, également. Définitivement, on recommande, oui, aux bénévoles aînés de participer, mais il peut y avoir des gens de tout âge. Donc, vous parliez des adolescents, c'est définitivement une possibilité. On va prendre une dernière question à main levée, puis après ça, vous pourrez, pour les autres questions, Virginie, Nathalie, vous pourrez les contacter par courriel pour la suite. Donc, on y va avec Julie-Pierre Bissonnette. Je vous donne la parole. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, je suis peut-être pour la question que vous parlez tout à l'heure. Ah, non. Les adolescents. Non. On ne vous entend pas bien, désolé. Ah, bye. J'ai pas mon micro. Parfait. On va prendre une question d'Émilie Rousseau-Tremblay. Je vous donne la parole, Émilie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Bonjour. Ça rejoint vraiment tous mes intérêts. Je connaissais déjà le Trottibus, mais j'ignorais que c'était mis de l'avant par la Société canadienne du cancer. Je suis en fait la personne responsable du vieillissement en santé au niveau de la direction de santé publique de la Montérégie. Puis, on est en déploiement d'un projet là, avec l'Institut national de santé publique sur la santé cognitive qui valorise la promotion de la santé cognitive, mais à travers 2 facteurs de protection, donc le mode de vie physiquement actif et la participation sociale. Donc, le projet de Trottibus, comme avec le volet intergénérationnel, ça vient vraiment répondre à ça. Et je suis également maman de 3 jeunes enfants, dont le plus vieux, a commencé la maternelle cette année. Puis on est vraiment à la limite du transport scolaire pour la maternelle, là, donc il y a droit, mais l'année prochaine, il n'y aura plus droit. Puis on pensait à ça, en fait, au niveau du Trottibus, puis je suis sur le conseil d'établissement aussi de l'école. Donc, c'est ça, moi aussi, ça faisait partie de mes questions, à savoir si vous ameniez en fait, il y avait du soutien à l'implantation. Et puis, je me demandais, en fait, quand c'est pas la municipalité qui s'implique, mais que c'est l'école, est-ce qu'il peut quand même y avoir ce volet intergénérationnel-là? Oui, le volet intergénérationnel fait partie de tous nos projets en transport actif, en fait. Donc, définitivement, oui, ça fait partie du projet. OK, super. Puis, je serais vraiment intéressée de communiquer avec vous si vous voulez peut-être m'écrire dans le chat ou dans le Q&A votre adresse courriel, ou je pourrais l'obtenir par la suite sinon. Certainement, j'ai pris la vôtre en note en tout cas. OK, puis c'est ça, il y a quelqu'un qui demandait également, mon adresse courriel, c'est virginie.delanoy, DELA2NOY, @cancer.ca. Merci. J'aimerais juste rajouter
une chose par rapport à ça, c'est ça prend 2 bénévoles, un en avant puis l'autre en arrière, et c'est 8 enfants maximum par trajet. Donc, on peut être 16 avec un en avant, un en arrière. Moi, je ne peux pas augmenter de 3 parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent faire le trajet. Donc, je ne peux pas avoir un horaire un peu plus… je ne pourrais pas y aller 5 jours par semaine pour le moment. Voilà. Il faudrait qu'on te trouve une autre école pour que tu puisses aller dans une autre école. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis, c'est ça, on va laisser la parole à nos collègues. Oui, merci beaucoup, Michel, Virginie et Nathalie. Merci. Bonne continuation de webinaire donc avec Maryse et Caroline de l'organisme Présage. Voilà l'initiative Murs pour entreprendre. Merci. Donc, on est très heureuse aujourd'hui, moi et Caroline, d'être ici pour vous présenter Murs pour entreprendre. Finalement, on parle d'aînés actifs. Nous, on va vous donner un autre volet de ces possibilités d'activité-là, mais on va débuter peut-être par simplement nous présenter en termes d'équipe. Donc, mon nom est Maryse Murray, je suis formatrice des cohortes de Murs et coach. J'ai une formation en conseil en management. Je suis formatrice en entrepreneuriat depuis 11 ans et mon expertise est plus au niveau des modèles d'affaires et de la co-création entrepreneuriale. Dans notre équipe, on a aussi Richard Joly, qui est formateur en médias sociaux et qui est coach en emploi des outils numériques. On les prend par la main, nos murs, donc ils sont vraiment bien soutenus. Il est diplômé en stratégie et en animation de réseaux sociaux, expertise en journalisme, rédaction bilingue, communication, logistique événementielle. Et je laisse le soin à Caroline de se présenter et de continuer avec les 2 autres slides. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être encore là. Moi, je suis à la coordination du projet de Murs pour entreprendre et je suis aussi accompagnatrice en design social chez Présage, qui est en fait l'organisme qui a mis sur pied le programme de Murs pour entreprendre. Donc, je suis formée en design et en urbanisme. J'ai une expertise assez large en co-design, économie circulaire, vieillissement et appropriation du numérique. Donc, je suis en mesure aussi de soutenir nos participants dans plein de facettes du développement de leur projet. Et je vais faire une brève aparté sur Présage pour ceux qui ne connaîtraient pas. En fait, c'est un organisme qui s'est donné pour mission de favoriser l'émergence de solutions innovantes aux enjeux du vieillissement. On a 40 ans, plus de 40 ans en fait maintenant d'âge. On a commencé comme centre communautaire pour aînés, puis tranquillement, on en est venu à la conclusion qu'il fallait accompagner le milieu aîné pour trouver des nouvelles solutions parce que les solutions qui étaient en place avaient du mal à s'adapter aux changements dans le milieu du vieillissement, au changement des besoins des personnes qui vieillissent. Pour vous donner une idée un petit peu plus concrète, de ce qu'on fait chez Présage et chez Murs pour entreprendre, on a différents services. Donc, on fait entre autres de l'accompagnement et beaucoup de collaboration en design social et en innovation avec plein d'organisations qui ont des enjeux au niveau de qui se posent des questions au niveau de la participation sociale, mais aussi sur plein d'autres enjeux liés au vieillissement. On a un espace de coworking qui s'appelle le Collaboratif et qui rassemble près d'une dizaine d'organismes qui sont liés de près ou loin à des enjeux du vieillissement, que ce soit proche aidance, que ce soit l'intergénérationnel. On a aussi la table de concertation des aînés de l'île de Montréal qui est parmi nous. Donc, on a vraiment un réseau très, très intéressant. Puis, on a aussi les rendez-vous annuels qui sont un service de formation et de ressourcement pour les bénévoles du milieu aîné. On se promène à travers le Québec depuis, je pense que ça fait près de 15 ans, donc pour offrir du soutien aux bénévoles. Et on a Trajectoire, qui est notre laboratoire d'idées et d'innovation. Ce qui m'amène à vous présenter, en fait, c'est grâce à ce dernier qu'on a fini par arriver avec la proposition de Murs pour entreprendre. On a creusé la question à savoir qu'est-ce qu'on offre présentement aux personnes qui abordent la retraite avec l'envie de s'engager différemment plutôt que de se retirer. On a fait beaucoup de travail d'exploration avec le milieu, puis on est arrivé avec la proposition de l'entrepreneuriat social comme une forme émergente et attrayante de participation sociale pour répondre à différents besoins des personnes aînées. On va vous expliquer un peu ce qu'on entend, nous, par entrepreneuriat social, parce que c'est peut-être pas ce que
on entend de prime abord. Donc, je vais laisser Marie se présenter un peu plus le programme en détail. Donc, Murs pour entreprendre, c'est une formation qui, COVID oblige, est devenue accessible partout au Québec. Oui, on a fait le saut virtuel avec notre clientèle. Il n'y a aucune limite d'âge, peu importe où vous êtes, où les gens sont dans leur vie, s'ils sont à un moment où ils font un pivot vers une carrière qui va être vers la fin de leur vie, on est là pour ça. Le programme a une durée d'1 an. Ça peut vous sembler long, mais il y a des bonnes vacances dans la période de Noël, l'estivale aussi. C'est 3 heures par semaine de formation et de co-développement en ligne. C'est des séances de coaching individuelles. C'est des très petits groupes. On est 12 personnes. C'est vraiment de l'humain en Zoom et non pas juste de la formation. On respecte le rythme de chacun. C'est vraiment un soutien d'une communauté à l'image des participants. Les participants arrivent, ils donnent leurs idées, ils font valider leurs idées par leurs pairs. C'est vraiment un travail d'équipe. On les forme aussi avec tout ce qui est de la littératie numérique, l'informatique, les médias sociaux. On a découvert avec Murs qu'il y avait vraiment comme une grande différence dans l'appropriation de tout ce qui est numérique parce que ce qu'ils apprennent, ils le mettent en pratique pour leur projet, pour ce qu'ils aiment. Fait que c'est vraiment comme une grande différence pour eux. Il y a un accès limité à une boîte à outils où est-ce qu'ils vont trouver plein d'informations sur le développement de leur projet. Il y a des frais d'inscription, mais ils ne sont pas obligatoires. On a comme 2 genres de clientèle, une clientèle qui a accès à une belle retraite monétairement, qui vient dans Murs parce qu'ils ont encore envie de s'impliquer, mais il y en a d'autres aussi qui arrivent parce qu'ils ont besoin d'avoir un revenu à la retraite. Pour ceux-là, il n'y a pas de frais. La formation est gratuite. Donc, pourquoi Murs pour entreprendre? Très, très rapidement, après avoir fait nos consultations, on a mis sur pied Murs pour entreprendre, puis on s'est rendu compte au fil du temps que non seulement ça répondait à un besoin au niveau d'avoir des projets qui font du sens pour nous, pour les retraités en fait, mais c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de sens au niveau de la participation sociale. Puis, tantôt, on entendait les gens de la Société canadienne du cancer parler de l'activité physique, de l'importance de l'activité physique, mais la participation sociale a une incidence sur la santé équivalente au fait de cesser de fumer. J'ai mis un petit article en bas de ligne si jamais il y en a qui sont curieux d'aller voir. On pense aussi que les retraités, ce sont les mieux placés pour imaginer des services qui répondent à leurs besoins et à leurs aspirations. Donc, c'est vraiment eux qui peuvent soutenir les territoires dans l'adaptation aux enjeux, au vieillissement, parce qu'on veut pas, on est confronté à ça à travers le Québec. Et on a aussi constaté que l'accompagnement à la retraite qui existe présentement répond très peu aux besoins en termes de participation sociale. On sait qu'une retraite, ça peut être 20 ans dans une vie, donc on a besoin de faire du sens avec ce temps-là. Et présentement, tout ce qui s'appelle préparation à la retraite s'attend surtout aux enjeux financiers puis à la fin de vie. Donc, nous, on avait envie de proposer quelque chose de différent. Donc, voilà. Donc, on accompagne des personnes qui se reconnaissent comme personnes mûres, qui ont envie de s'investir dans leur projet autant que dans leur communauté. Il y a certaines, comme je disais tout à l'heure, qui ont des enjeux de précarité financière puis qui cherchent à développer un projet durable et rentable pour elles. Il y en a d'autres qui veulent juste s'investir. Il n'y a pas de grosseur de projet dans Murs. Les petits, les grands projets sont acceptés. Il y a des projets d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, parce que beaucoup de nos participants vont développer un projet à l'intérieur d'un organisme qui est déjà présent sur leur territoire. Il y en a que c'est des projets qui vont tenir place comme quelques mois par année, 6 mois par année, parce qu'ils veulent garder une qualité de vie, une disponibilité ou tout simplement une nouvelle façon de faire du bénévolat. Mais c'est des projets qui ont un impact positif sur les personnes qui les portent. Vraiment, là, ça les illumine, il n'y a pas d'autres yeux, là, mais c'est vraiment ça. Ça les amène vers d'autres avenues de vie et de retraite. Donc, pensez à tout ce qui est là pour les startups, c'est ce qu'on met en place pour les Murs. Donc, on parle de modèle d'affaires, on parle de design thinking, on parle de communication, de médias sociaux, de réseautage. Parce que c'est une clientèle particulière, on va aussi parler de fiscalité, parce que c'est bien important de développer des revenus, mais il ne faut pas que ça impacte le reste
des revenus des gens. Il y a une appropriation du numérique qui est vraiment très grande. Il y a une appartenance à une communauté. Les murs qui ont terminé leur formation continuent de se rencontrer une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, dépendant des périodes. C'est une alternative à la précarité financière, c'est une reprise de pouvoir sur leur vie. Et pour les communautés, ben, c'est des nouveaux services adaptés aux besoins et aux aspirations de vos aînés, vraiment des gens du territoire. C'est des projets qui sont bien ancrés. Quand on a un projet, on va souvent aider notre participant à faire des ateliers de co-création avec des gens dans le milieu parce qu'on veut que le projet ne soit pas développé en silo, mais qu'il soit développé en collaboration. C'est une plus grande résilience collective, puis c'est plus d'échanges entre les générations. Les aînés ont souvent l'idée d'amener des jeunes dans leur projet, donc ça se fait tout ça. Peut-être pour vous, parce que des images, ça vaut 1000 mots et que c'est tellement plus inspirant que de nous entendre parler, même si Maryse est super intéressante. Concrètement, on va vous présenter quelques petits projets. Donc, Annie, ici, que vous voyez derrière son vélo, qui arrivait à l'âge de la retraite avec l'envie de rester active physiquement, mais vraiment. Donc, elle est en train de mettre sur pied le projet À vélo sans âge dans la vallée du Richelieu. C'est vraiment un projet qu'elle développe en partenariat avec la communauté, avec des organismes communautaires, avec des RPA. Donc, on l'a aidé, on l'a accompagné dans la mobilisation de tous ces acteurs-là. Puis, c'est un projet qui commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur. C'est très excitant de l'avoir allé. À toi, Maryse. On a aussi des projets qui ont changé en cours de route parce que le COVID faisait en sorte que certains projets ne pouvaient pas prendre place. Donc, dans les murs pour entreprendre, on apprend l'agilité de nos projets. Claude, ici, voulait faire un projet de solidarité entre voisins, d'entraide, et ce n'était pas possible avec la COVID. Donc, il a décidé de créer des jardinets de balcon avec des plantes et des fleurs comestibles. Il a fait pousser, il a construit sa serre, il a fait pousser des végétaux, il a fait l'aménagement des jardinières et il a livré 225 jardinières à des gens isolés pendant la COVID. La première été, la deuxième été, il a pris un deuxième projet. Prochaine personne, on parle de Daniel, je crois, oui. Daniel avait un projet de ruche d'art pour des CHSLD. Encore ici, ça n'a pas été possible pour elle de se rendre sur les lieux. Donc, elle a eu l'idée de créer un atelier d'art, mais dans une enveloppe qui pouvait être distribuée plus facilement aux gens isolés. Il y a quelqu'un du CS3S du Centre-Sud de Montréal qui a aimé son idée. Elles se sont associées ensemble et elles ont livré 5500 enveloppes à des gens isolés du plateau et du centre-sud de Montréal. Il y avait une activité collective qui était prévue, qui n'a pas encore eu lieu malheureusement, mais c'est quand même un projet qui a beaucoup porté des gens du centre-sud et du plateau. Je pense qu'après, on a une vidéo. Ben, c'est ça. On s'est dit que c'était intéressant aussi d'entendre ce que les murs avaient à vous dire, donc leur appréciation un peu, puisqu'elles ont retenu de Murs pour entreprendre. Donc, on laisse la parole à Cécile. Bonjour les murs, moi c'est Cécile Bouchard. Je suis bien contente d'avoir été dans le groupe pendant 1 an. Ça m'a beaucoup aidé pendant la pandémie parce que moi, la technologie, je croyais que toutes les erreurs étaient de ma faute. Alors, j'ai appris avec Richard et avec Maryse qu'il fallait que j'aie moins peur et que j'essaie des choses. J'ai vraiment avancé beaucoup du côté Facebook, Messenger. J'ai même à la fin, je suis très fière de moi, fait un dessin avec un crayon sur Internet et puis j'ai envoyé ça à toutes mes amies, j'étais vraiment fière. J'avais beaucoup de difficultés avec l'orthographe et puis on m'a donné beaucoup de trucs, d'outils pour m'améliorer là-dessus. Au début, mon projet, moi, c'était aider les gens âgés à déménager dans plus petit. Et puis, en élaborant un peu plus, je me suis aperçue que ma passion, c'était vraiment les arts, parce que je donnais déjà des cours de peinture. Alors, Marie s'est dit, tu as l'air vraiment passionnée de la peinture. Alors, j'ai décidé de revenir dans ma passion. Et puis, on a développé un Facebook Pro. Ça m'a aidé à pouvoir joindre mes étudiants plus facilement. Là aussi, avec mes enfants, là, je connais plus. Maintenant, c'est juste ça qui se passe à cause de la pandémie, c'est encore pire. Alors, je suis vraiment contente du cours que je suis. Ça m'a fait avancer peut-être même plus que beaucoup de monde, malgré que ça avait l'air tout petit, mais pour moi, c'est grave. Alors, je remercie vraiment à eux. Puis, je me suis améliorée pendant 1 an. Merci beaucoup.
Pardon, excusez-moi. Bonjour les murs. Moi, c'est Cécile. Je suis désolée. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Je vais aller rapidement avec... Il y a des gens qui ont dit que le son n'était pas assez fort. Caroline, je ne sais pas si tu peux l'augmenter à la sortie. Non, c'est le son de la vidéo. D'ailleurs, je voulais m'excuser avant de vous envoyer la vidéo. C'est que c'est une vidéo qui a été prise dans notre espace de coworking, justement, puis le son n'est pas très bon. Je vais quand même... Celui-là est plus court. Oui, c'est ça, celui-là est bien. Ce que j'ai adoré du cours, c'est le soutien du groupe. C'est le fait qu'on puisse exprimer nos doutes et que chacune des participantes nous aide, nous re-questionne. Et ça allège beaucoup, beaucoup les doutes qui font qu'on peut avancer davantage. C'est ce que j'ai préféré du groupe Murs pour entreprendre. Ce que j'ai adoré. Bon, excusez-moi, ça a l'air qu'il faut que tu quelque part. Donc, c'est ça, en terminant, on voulait revenir un petit peu sur la belle rosace du vieillissement actif, juste pour dire que nous, ce qu'on voit comme impact positif de Murs pour entreprendre par rapport à une planification MADA, c'est qu'on peut vraiment, avec Murs pour entreprendre, soutenir concrètement la participation sociale en accompagnant les aînés qui veulent s'engager autrement puis transformer leur communauté. Donc, on leur donne vraiment les outils puis on leur envoie le message clair qu'on a envie qu'ils fassent partie de la solution. Puis, ça permet aussi d'avoir des projets qui émergent, qui répondent vraiment à leurs besoins, qui sont en adéquation avec leurs besoins et leurs aspirations. Puis, ça permet également, d'une certaine manière, de freiner l'âgisme parce qu'on leur envoie encore une fois le message que l'âge n'est pas un frein à leur participation sociale. Pas du tout. Puis, dans l'accessoire, mais quand même important, ça joue aussi un rôle en matière de précarité financière, puis pour ceux qui ont à travailler, de le faire avec un projet qui fait du sens pour eux. Donc, voilà. C'est la conclusion. Oui, en conclusion, on veut vraiment développer Murs en complicité avec le monde municipal. Pour nous, c'est important que la communauté soit mobilisée autour de ces projets-là, autour de ces aînés-là qui désirent rester actifs puis engagés. Fait qu'on veut vraiment vous entendre. On a mis plusieurs places en ligne. Là, vous allez voir, on va vous faire un petit questionnaire. Si vous êtes intéressé à nous communiquer, juste appelez-nous, ça va nous faire plaisir d'en jaser. On est aussi dans s'ajuster à vos besoins. On est dans essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin sur le terrain. On s'en vient avec un nouveau programme qui va aider les aînés qui sont porteurs de projets, qu'ils soient membres de CA ou qu'ils soient porteurs d'un organisme sans but lucratif. On va les aider à survivre dans le monde nuagique dans lequel on est maintenant et que plusieurs d'entre eux ont encore de la difficulté à s'adapter. Fait qu'on s'en vient avec des outils pour vraiment continuer à rendre les aînés les plus actifs possibles dans les communautés. Puis on est prêt à répondre à vos questions, même maintenant, si vous en avez. L'écran juste pour qu'on puisse voir. D'accord. J'ai une première question ici dans le Q&A. Est-ce que l'aîné inscrit finit toujours par développer un projet? En général, oui. Il est arrivé en temps de COVID. Il y a eu beaucoup d'imprévus en temps de COVID. Là. Il y a eu beaucoup d'aînés que leurs proches ont été malades. En tout cas, mettez tout ce qui se passe dans la communauté. Là. Ça a eu beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'aînés qui n'ont pas eu le choix de retourner au travail, aider leurs anciens collègues. Fait que ça arrive parfois qu'il y en a qui n'en ont pas. Mais l'espèce de petite graine qu'on sème de comment développer des projets avec des modèles simples, ça reste. Puis ça fait des petits. Oui, puis peut-être que je peux compléter, parce que Maryse le dira peut-être pas, mais de son expérience en entrepreneuriat, ce qu'elle nous disait aussi, c'est que le taux de rétention des participants est très, très élevé. Oui. Les gens qui s'engagent dans Murs continuent, puis comme elle le disait pendant la présentation, ils vont poursuivre, même au-delà de la formation qui dure quand même 1 an, ils vont continuer à se rencontrer, on les revoit chaque été. Ça fait, on ne l'a pas dit, mais ça fait, là, ça va être notre 2e année en virtuel. On a fait 1 an et demi avant ça en présentiel. Ouais. Puis vraiment, on a encore, c'est vraiment une communauté qui est super active puis qui est super stimulante. Puis il y en a qui n'auront pas de projet, mais il y en a qui en ont 3, puis 4, puis 5, puis qui continuent à en développer sans arrêt. Ouais. Donc, vraiment,
Oui. Mur crée des entrepreneurs en série à leur hauteur, là, mais il y en a qui sont rendus à leur 4e, 5e modèle d'affaires depuis qu'ils ont pris Mur. Oui. J'ai une autre question, oui. Est-ce que vos projets visent uniquement les particuliers ou est-ce que les organismes qui travaillent avec les aînés peuvent également bénéficier de votre accompagnement? Le programme qu'on a déposé avec Nouvel Horizon vise à ça, vise à soutenir les organismes qui travaillent présentement sur le terrain, beaucoup au niveau des outils nuagiques, mais si un organisme avait besoin de se réinventer pour garder un organisme vivant, on va être présent, là, qui nous contacte, puis on va voir même chose pour des municipalités qui auraient envie de faire quelque chose pour leurs organismes aînés, on serait là. J'ai une autre question. Comment vous choisissez les participants si vous n'en prenez que 12 par année? Le critère de base, c'est une communauté. Fait que ça prend quelqu'un qui a envie de travailler en équipe. Les seules fois où j'ai eu à refuser des gens, c'est des gens qui venaient pour prendre, mais pas pour donner. Ils ne venaient pas collaborer. Puis ça, on ne peut pas. C'est vraiment, il y a une partie du 3 heures de cours à chaque semaine qui est de la co-création parce que présentement, surtout là, il n'y a pas moyen d'aller à des 5 à 7, de valider ton projet, d'aller jaser à quelqu'un quelque part au restaurant. Il n'y en a pas de place là, pour valider ton idée. Fait qu'on fait ça entre nous. Fait que cet espace-là de collaboration est important. C'est un des prérequis. Caroline? Si je peux me permettre, c'est quand même important de dire qu'on ne prend pas 12 participants par année. Nos cohortes sont des cohortes de 12 participants, mais on en a plusieurs en même temps. Ouais. Sinon, ça serait vraiment très, très limité. Oui, donc, non. N'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez des gens qui portent des projets et qui manquent un petit peu de soutien. Puis on a des gens aussi qui arrivent à Mur pour entreprendre sans idée précise, puis on est capable aussi de les accompagner là-dedans à creuser leur carré de sable, comme Maryse le dit si bien, pour voir qu'est-ce qui les anime vraiment, puis construire avec eux un projet. Présentement, on a un projet d'habitation qui est super intéressant. C'est 3 personnes qui se sont inscrites indépendamment dans Mur, puis qui sont maintenant en train de travailler sur un projet dans lequel elles souhaitent habiter, puis qui va être à l'image de leurs besoins. Donc, ça va vraiment dans tous les sens, là. On a l'expertise des participants aussi, si on ne l'a pas dit. Mais en plus de nous 3 qui accompagnons, tous les gens qui sont là sont des gens qui ont un immense bagage. Puis c'est vraiment super intéressant parce qu'on apprend autant en les accompagnant que eux eux reçoivent. Là. Tout le monde gagne. Ouais. Quand on parle de carré de sable, c'est parce que dans un projet d'entrepreneuriat ou un projet, peu importe le projet de Mur, le premier élément central, c'est le bonheur. Fait que j'arrive souvent à leur dire, mais est-ce que tu vas vraiment aimer ça? Puis on retravaille le projet pour arriver à ce que la personne qui le développe soit vraiment contente de se lever tous les matins et d'aller faire ce projet-là.